Alors, la séance de ce matin est consacrée à la sociabilité et le monde rural. Nous commençons avec M. Hugues Auvray, de la Société libre d'émulation du commerce et de l'industrie de la Seine-Maritime, et qui nous parle de sociabilité et crise sanitaire. Alors là, on arrive dans l'histoire très contemporaine. Comment le lien social a été maintenu dans un village normand pendant la pandémie de 2020. À vous, monsieur, pour 20 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Pourquoi? À partir de ce petit livre qui a été rédigé en novembre 2020, donc on était au sortir de la crise sanitaire, on pensait qu'on en était sorti, mais la suite nous a montré qu'on n'en était pas réellement sorti. Je m'étais attaché dans le village où j'habite au nord-ouest, au nord-est de Rouen. J'avais enregistré, étant donné que je suis médecin cancérologue à la base et que la prévention est une de nos prérogatives, et que dans le village qui s'appelle Cailly, mais Cailly en Seine-Maritime, parce qu'il y a Cailly dans l'Eure aussi, un collègue médecin infectiologue qui habitait le village et qui travaillait aussi au CHU, nous avons suivi au plan médical cette affaire depuis le début, cette affaire de coronavirus, et donc on était en relation, on avait quand même des éléments qui nous faisaient dire que ça allait être relativement grave. Alors à la campagne, c'est plus difficile de faire appliquer les consignes nationales, et je m'étais dit que ça serait peut-être bien d'essayer d'aider le village, d'aider le maire à mettre en place des choses, et à commencer par les élections. Et, savoir comment on pouvait organiser un bureau de vote, puisqu'il y avait des consignes nationales qui avaient été données avec des schémas, mais surtout faits pour les grandes villes. Donc il fallait, je pense, aider, se mettre au service de la population. Et à la suite de ça, bon, j'ai fait ce petit livre qui récapitule un petit peu les anecdotes, comment on avait fait les choses, comment on avait mis en place. Et voilà, pour ce... Ça marche bien, ça. Ah non, c'est l'étoile. Non, c'est voilà, de ce petit village. Donc voilà. Et comme j'ai vu la thématique de cette année du congrès de la Fédération de sociétés, je me suis dit, ben, peut-être ça correspondrait à une problématique de sociabilité, mais sociabilité et crise sanitaire, puisque c'était aussi prévu dans différentes sociabilités. Et là, on fait le doublé dans l'ordre, c'est sociabilité en temps de crise sanitaire et en milieu rural. Donc, on est bien où il faut. Alors, les crises sanitaires ont modifié profondément les interactions sociales. La période exceptionnelle de survenue de la pandémie à coronavirus en 2020 en fut donc le témoin. Les mesures de confinement et de distanciation physique ont entraîné un isolement important pour de nombreuses personnes. Et dans ce petit village de 750 habitants où je réside, je m'étais attaché à montrer comment cette crise sanitaire mondiale générée par la Covid-19 a été gérée par le maire, les professionnels de santé, les commerçants et les habitants. Des initiatives ont été mises en place pour maintenir le lien social devant ce ouragan qui nous tombait dessus brutalement, sans savoir comment trop ça allait évoluer. Prenant des notes quotidiennes sur les événements mondiaux français et dans le village à propos de cette pandémie, c'est ce que je disais tout à l'heure, il était apparu comme une nécessité de relater la vie du village pendant cette période exceptionnelle. Alors bien sûr, je ne vais pas raconter tout le livre ici, bien qu'il fasse que 50 pages, mais essayer d'extraire pour la communication ce qui me semblait un petit peu le plus intéressant, le plus caractéristique de cette sociabilité qu'on peut qualifier du temps présent. Donc, nous allions vivre, on ne savait pas pendant combien de temps, avec le masque, la solution hydroalcoolique, vulgairement appelée le chat, SHA, et puis les consignes de protection des populations.
Et le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé annonçait donc la pandémie de Covid-19. Et le 12 mars, le président de la République annonçait la décision de fermer les universités, les écoles, les crèches, protéger les plus vulnérables en limitant leurs déplacements et contacts extérieurs, respecter les gestes barrières, mais quand même de se rendre aux urnes le 15 mars pour les élections municipales. C'est un peu très normand comme attitude. Donc, on sentait bien que notre quotidien allait basculer, qu'un monde inconnu et restrictif allait se mettre en place, et la rumeur courait déjà dans la journée du 11 mars que les choses allaient peut-être pas très bien se passer. Il fallait donc bouger. Et comme je disais tout à l'heure, étant médecin cancérologue, bien que retraité, sans activité dans le village, puisque je travaillais à Rouen, au centre anticancéreux, où on est bien rodé à la prévention, avec un collègue médecin infectiologue qui habitait aussi dans le village. C'est là où je proposais au maire, le 11 mars au soir, de l'aider à mettre en place les mesures pour les élections municipales, à les diffuser avec les professionnels de santé du village. Donc, on allait préparer les élections municipales. Ici, cette partie-là, c'était ce qui a été diffusé par le ministère de l'Intérieur. Mais enfin, il fallait quand même le mettre en musique par rapport aux locaux qu'on avait, c'est-à-dire le préau de l'école. Donc, essayer de mettre des repères, un fléchage, une entrée, une sortie, pour éviter à ce que les gens, vous avez tous connu ça, se croisent au maximum. Donc, il fallait qu'on s'adapte aux locaux. On a rédigé des consignes aux électeurs qui ont été diffusées sur le Facebook de la commune, donc intérêt des réseaux sociaux déjà aussi. Et puis un résumé à toutes les étapes pour le vote, pour les assesseurs et pour le dépouillement. Et donc on s'est réunis la veille des élections, le 14 mars au matin, les élus, le maire et 2 collègues médecins afin d'organiser le bureau de vote dans ces conditions. Et je m'étais proposé pour me tenir à l'entrée du bureau de vote pour expliquer pourquoi on faisait ça aux personnes avec une entrée, une sortie. Et le lavage de mains avec la solution hydroalcoolique, il fallait quand même expliquer comment le faire pour que ça se fasse bien. Et puis, dans le samedi après-midi, j'avais fait le tour des cliniques, des hôpitaux, des collègues que je connaissais pour me procurer la solution hydroalcoolique pour en mettre dans le bureau de vote. Et puis, les choses évoluent. Déclaration du Premier ministre à midi de fermer les bars, les restaurants, les cafés, enfin tout ce qui était jugé comme commerce non utile. Donc le dimanche matin, c'était un peu l'effondrement dans le village. Et j'ai souvenir d'une coiffeuse qui avait travaillé jusqu'à minuit, sachant que ça allait fermer pour rendre service au maximum aux clients du village. Et on ne savait pas pour combien de temps cela allait durer. Il faut dire que dans le village, on avait un épicier, un boucher, un charcutier, un boulanger, 2 coiffeurs, un cabinet de médecins, 750 habitants quand même, on avait tout ça. Un cabinet de kinésithérapeute, un cabinet d'infirmière et des aides-soignantes à domicile. Donc il était capital d'essayer de protéger tout ça, on allait en avoir besoin. Et à 18h, dépouillement des élections, et on constatait déjà que pour les 75% de votants habituels, il n'y en avait eu que 50%. Genre, j'ai bien surveillé pendant le dépouillement que tout se passait bien, le respect des gestes barrières et tout s'est bien passé. Et puis, le bruit courait déjà qu'un confinement se profilait. On était pratiquement sûr que la déclaration du président de la République nous mènerait à cette hypothèse. Et dans cette mesure, 1 heure avant l'allocution du président, j'ai réuni le maire, les adjoints, les commerçants autorisés, c'est-à-dire les commerçants essentiellement de bouche, plus la pharmacie,
On avait réalisé un diaporama avec des consignes générales, une consigne aux commerçants, des consignes aux clients. Et ces consignes seront affichées dans les magasins. On rentre vite chez nous, à 20h, l'allocution du président confirme le confinement, et déjà l'ARS de Santé de Normandie, alarmiste, nous annonçait le premier décès. Alors voilà en quoi consistaient ces annonces. Et les commerçants d'eux-mêmes ont dit, on va faire l'opération suivante, les commerçants de Cailly prennent soin de leurs clients. Et le maire a fait appliquer ça dans tous les commerces avec des arrêtés municipaux. Donc, on reprenait les consignes générales, les consignes aux clients, chose classique, et puis les consignes aux commerçants. Et tout ça sera affiché dans les commerces. Et il y avait eu un communiqué de presse annonçant cette opération. Là, on a l'exemple du boucher qui avait limité à 2 personnes dans son magasin. Parce qu'il y avait des commerces qui pouvaient faire une double circulation entrée-sortie, il y en a pour lesquels ce n'était pas possible, donc la seule solution c'était de limiter le nombre de personnes. Donc on a bien codifié tout ça. Le communiqué de presse reprend un petit peu ce qu'on avait fait. Ça, c'était dans le courrier Cauchois. La diffusion se fait et on reçoit des coups de fil à la mairie nous demandant si on ne pouvait pas avoir la maquette de ces papiers pour faire pareil dans leur village. Vous voyez déjà la diffusion. Donc l'initiative, on s'est dit, pas trop mauvaise, si elle est exportée, tant mieux, parce que c'est quand même la vie des gens qu'on cherchait à proposer. Voilà l'exemple. Le boulanger avait bien affiché ses papiers, et puis la queue commençait devant chez lui, parce que lui, il avait même mis un plexiglas de lui-même pour séparer la population des personnels, exiger le paiement par carte bleue pour éviter les manipulations, et lui, il ne pouvait pas avoir de double circulation. Donc le boucher, on l'a vu dans l'allocution, dans le compte-rendu de presse. Par contre, l'épicier, lui, avait une double circulation possible. On voit bien que tout était affiché. Donc, une vie nouvelle se mettait en place au village. Voilà, et après diffusion le mardi 17 mars, donc le lendemain de l'annonce du confinement, qui devait débuter le mardi à minuit, le maire avait distribué des affiches de conseils dans les magasins, confirmant l'arrêté municipal. On s'assure qu'on a bien tout ce qu'il faut en solution hydroalcoolique qui commençait déjà à manquer, et de masques. On constate que nous avions seulement pour 10 jours. Donc on lance un appel via le compte Facebook de la commune et sur le réseau internet de la communauté de communes, informant du manque qui arrivait. Et ça a eu un effet bénéfique, parce qu'un pharmacien nous a procuré des petits flacons de solution hydroalcoolique, et une habitante a déposé à l'épicerie des masques chirurgicaux et des paires de gants, que j'ai répartis entre les soignants du village, les soignantes qui allaient à domicile, les infirmières et les médecins du village. Et même les médecins du village s'étaient organisés pour consulter les personnes qui avaient des signes suspects en fin de matinée et en fin d'après-midi, pour éviter de mélanger les patients. Donc il y avait des initiatives, il y a une dynamique qui a été créée et chacun avait compris le jeu à jouer, et ça suivait. Les déplacements, comme vous vous souvenez, étaient limités, il fallait une attestation dérogatoire, la fameuse attestation, et l'humour de notre boulanger demandait aux gens qui faisaient la queue devant chez lui, avez-vous le questionnaire? Au
sens de la question du mot primitif. Et autre parole sympathique et bienveillante. Donc, accompagnement aussi psychologique en quelque sorte, parce que les gens étaient quand même, vous vous en souvenez, relativement stressés. Donc les gens se sentaient protégés, à la fois protégés et impliqués dans cette organisation. Le boulanger et le boucher préparaient des plats cuisinés à prendre sur place ou qu'ils livraient à domicile pour des gens qui étaient éloignés du village. L'épicier livrait à domicile aussi des courses aux personnes âgées et des plats cuisinés préparés par la brasserie. Et on était informé par les infirmières qui allaient à domicile et les aides-soignantes des problèmes qu'il pouvait y avoir de repas, de solutions hydroalcooliques. Les personnes fragiles et isolées étaient systématiquement repérées et surveillées en leur laissant le numéro de téléphone des infirmières, des aides-soignantes, du maire et de la mairie. Et il y avait même des masques artisanaux, ici, qui ont été fabriqués, parce qu'on était en pénurie, et on s'est dit c'est mieux que rien. Bon, c'était pas terrible, mais c'était mieux que rien. Et ça a été fabriqué de façon bénévole et distribué de la même façon. Mais la pénurie de solutions hydroalcooliques était installée. Et par hasard, en regardant les informations sur FR3 Normandie le 23 mars, je découvre qu'une usine de bandes collantes en périphérie rouennaise consacre 30% de son activité et sans rémunération à la fabrication de solutions hydroalcooliques pour aider les soignants à la prise en charge des patients. Donc, avec une attestation de déplacement du maire, attestation spéciale, dans la mesure où j'étais médecin, j'ai pu m'en procurer 4 litres que j'allais répartir entre les soignants du village, la pharmacie, les commerçants et ceux qui pouvaient en avoir besoin. Et on a pu renouveler l'opération par 2 fois. Image de contraste. Donc ici, vous avez la rue principale du village vide, les annonces catastrophistes du 20h chaque soir, où on avait les gens qui mouraient, les gens qui étaient atteints. Mais malgré tout, on a retrouvé, vous voyez, il y a un petit canard dans le passage clouté. Image sympathique du village. Et puis, rappelez-vous, il faisait très très beau. Ciel bleu sans aucune trace d'avion. Au-dessus de nos beaux pommiers normands. Donc voilà, j'ai voulu mettre ça un petit peu en opposition avec quand même des images un petit peu sympathiques. Et puis, un reportage télévisé de la boulangerie, parce que notre boulanger avait reçu un prix de pâtisserie à Vienne en Autriche, puisqu'il était formateur d'apprentis. Donc il avait des liens avec la télévision. À cette époque-là, la télévision n'avait pas trop de boulot, parce qu'avec toutes les mesures barrières, ils n'en avaient pas trop. Donc ils ont cherché un petit peu où est-ce qu'on pouvait faire un reportage dans des conditions sanitaires correctes, un reportage intéressant. Ce qui fait qu'ils ont contacté notre boulanger. Le but c'était, alors c'est passé sur Capital, 5 jours de suite, du 8 au 11 avril, et puis le dimanche 3 mai, il y a eu l'émission Capital que vous connaissez bien. Le but c'était de montrer l'activité quotidienne du boulanger et sa adaptation aux circonstances. Alors, l'adaptation aux circonstances, il a bien fait la preuve, parce que vous voyez ce gâteau. C'est un gâteau au goût de pénurie, comme l'avait appelé notre boulanger, en forme de petits rouleaux de papier hygiénique, où l'on distingue la feuille de pâte au chocolat blanc, entourant un biscuit léger à la crème à la vanille. Clin d'œil à la pénurie passagère du papier hygiénique dans les grandes surfaces. Anecdote amusante, la boulangère, en expliquant cette nouvelle gourmandise à un client émerveillé s'esclaffa, c'est quand même plus cher qu'un rouleau de PQ. Et moment unique attendu, le 3 mai, l'émission Capital, tant attendu par les habitants, un peu comme une reconnaissance à tout ce qu'il avait fait. Le boulanger et son équipe au service de l'image mise en scène. Ça a eu un effet d'affluence chez le boulanger, qui de 300 personnes par jour était passé à 100 personnes, il n'y avait plus la de famille non plus.
Il s'était mis à faire des pizzas 3 fois par semaine parce que le pizzaiolo du mardi ne passait plus, et il les livrait bénévolement. Donc ça montrait un peu sa capacité à rebondir, plus la pâtisserie de papier hygiénique montrée avant. Et ces nouvelles activités avaient permis de réintégrer trois apprentis qu'il avait été obligé de mettre au chômage partiel. Donc voilà, ça mettait un peu d'animation dans le village, tout ça créait du lien et détendait un peu l'atmosphère. Donc quelques anecdotes, outre le gâteau qu'on vient de voir, la dame de 90 ans qui recevait sa baguette à domicile, qui offrait son sourire chaque matin au livreur, ça c'est toujours intéressant de constater la reconnaissance. Il y avait un médecin suspecté de Covid qui avait été arrêté 15 jours. Pour le faire patienter, je lui avais dressé l'histoire de la grippe espagnole. Bon, était-ce bienvenu? Et des articles médicaux sur la Covid-19 que je suivais attentivement. L'épicière avait peut-être attrapé le virus, peur qu'elle ferme boutique, mais le test était négatif et le 1er mai, une rose avec un brin de muguet était offert aux clients. Et puis le village allait se déconfiner, doucement, avec la réouverture des commerces. L'école, alors il avait été mis en place, je ne l'ai pas dit, au niveau de l'école, un téléenseignement avec les enseignants de l'école qui fonctionnait très bien. Et d'ailleurs, ce qui fait que 70% des soignants ne voulaient pas remettre leurs enfants à l'école le 11 mai, ils ont attendu le 25 mai. Voilà, la vie reprenait son cours. Et c'est la conclusion. La crise sanitaire provoquée par la pandémie du Covid-19 aura modifié brutalement nos vies et pour combien de temps encore. Notre village aura su gérer très tôt en prenant précocement les mesures adaptées de prévention. Son maire avec les professionnels de santé locaux ont accompagné la population en l'incitant à être actrice à l'application de ces mesures. Les habitants, les commerçants ont bien compris l'importance de ces mesures qui ont fait partie du paysage quotidien. Ainsi, il n'y a pas eu d'événements graves à déplorer dans la commune, mais cette crise sanitaire marquera pour longtemps les habitants et entrera dans l'histoire de leur village. C'est pour ça que j'ai réalisé ce livre qui retrace la mémoire d'un moment suspendu dans le temps, circonstances exceptionnelles menaçant la vie, et générant de nouveaux rapports entre les habitants, créant une nouvelle sociabilité durant l'événement, celle du temps présent. Je vous remercie. Intervention qui me rappelle aussi nous. Oui, c'est dans le canton de Clerc, environ à 25 km au nord-ouest d'Oron. Effectivement, le canton. Parce qu'il y a un caillis aussi dans le... Oui, c'est ça. Donc, alors là, vous nous avez fait une histoire tout à fait immédiate que nous-mêmes nous avons vécu chacun dans notre... Et c'était intéressant de voir, en tout cas pour les gens de la ville, ce qui pouvait se passer dans une commune rurale. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Mais vous disiez que justement c'était plus facile parce que les interdictions de déplacement n'étaient pas aussi bien respectées qu'en ville peut-être. Oui, disons que les gens sont plus proches peut-être les uns des autres. Oui. Malheureusement, c'est bien une sociabilité du temps présent, puisqu'après, chacun a repris selon les modalités anciennes. Mais ce qui a été intéressant, c'est de mettre en place, de lancer une dynamique et d'impliquer les gens qui, après, eux-mêmes, en impliquaient d'autres. D'ailleurs, si certains sont intéressés, il me reste 4 ou 5 hectares. Alors, je dis pas ça parce que, bon, il m'en reste très peu, mais c'est l'intérêt, c'est pas l'intérêt de vente. Hein. J'en mettrai 4 ou 5 à la librairie si les gens sont intéressés, parce qu'il y a beaucoup plus d'anecdotes de ce que j'ai raconté. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie, on va s'arrêter là. Hein.